Le Nova Club jusqu'à 22 h. Monsieur MC Solar, bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir de te voir ici. So do I. Et je disais hors antenne, je pense que alors, moi je te connais depuis avant que je débarque à Nova, parce que tu étais connu déjà depuis un petit moment quand même. Mais ça fait des années que je te croise, qu'on fait des petits bouts d'interviews des fois quand il y a des émissions spéciales où tu viens un peu, mais jamais j'ai fait une... Il me semble pas en tout cas avoir fait une émission en entier avec toi. Eh ben très bien, ça sera le moment. Je t'ai demandé comme à tous les invités de nous faire une sélection musicale, je te l'ai fait faite par décennie cette fois-ci, un petit peu, donc des années 70 pardon, jusqu'à aujourd'hui. MC Solar qui est avec nous avec, on va dire, une double actu qui est d'un côté un triptyque, donc tu vas le multiplier par 3 albums qui sont sortis coup sur coup, enfin qui sont des mini-albums, je sais pas comment tu les présentes, une trilogie en tout cas, ça c'est sûr. Un triptyque, une trilogie, des saisons. Printemps, été, automne, hiver, peut-être qu'il y en aura un autre. Ah oui, bah effectivement, il en manquerait une. Alors, le dernier vient de sortir, il s'agit de la balade astrale, hein, c'est ça? Donc la balade astrale, c'est en hiver pour toi alors? La balade astrale... Ou automne, je sais plus comment tu le comptes celui-là. Là, comme on est dans l'espace, on ne sait pas s'il y a 2 saisons, 4 ou 8. Oui, c'est vrai. Puisque on a eu l'initiation, le décollage, et là on est dans l'espace, dans l'inconnu. Alors je ne sais pas quelle saison il y a dans cet espace-temps. C'est une bonne question ça. On va demander à Elon Musk. Ouais, Bogdanov, mais ils sont plus là. Ils sont plus là, voilà. C'est peut-être dans un des bouquins. Et puis aussi l'Olympia. Alors ça va falloir redescendre sur Terre, hein, parce que c'est demain l'Olympia, c'est ça? Ouais, c'est demain l'Olympia. Bon, ça s'annonce bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas drillé, on va très très peu répéter, parce que le batteur, le bassiste et les gens qui sont là ont l'air extrêmement confiants. Alors, alors toi aussi t'es confiant. Tu dis bon, s'ils le sentent, moi je le sens aussi, c'est ça? Ben ouais, j'entre dans le train, je prends mon siège et puis normalement la section rythmique et DJ est bonne. Mais vous avez déjà fait des lives ensemble? On a fait quand même une cinquantaine de lives. Ah bon, d'accord, c'est rodé alors. Ouais, c'est drillé comme on dit dans le monde militaire, c'est rodé, on a répété en live. Putain, le drill ça vient du monde militaire alors? Je savais pas. C'est drillé, moi j'aimais bien l'expression. Ça sera donc pendant 12, 13, 14, 15, 4 nuits, hein, c'est ça? 4 nuits à l'Olympia, c'est ça? 4 nuits. Bon, c'est... Alors moi, la première fois que j'étais allé à l'Olympia, c'était un jour où quelqu'un était resté... 5 semaines, il s'appelait Michel Sardou et nous on avait le mardi. Donc t'avais le jour de relâche de Sardou, c'était le mardi et là il y avait MC Solar. Je m'en rappelle. Bon alors donc c'est pas un exploit puisque Michel Sardou il pouvait en faire 20-25 d'affilée. Hein. T'as fini par aller le voir ou pas, Michel sur scène? Je l'ai raté, tu sais. J'avais l'occasion l'année dernière, je l'ai raté puis visiblement c'est sa dernière tournée. Ah merde alors. Bon, j'espère que comme toutes les pop stars il reviendra, hein, et qu'il a menti sur la dernière tournée. Parce que... Il y a des gens comme ça de la variété française dont on s'est allègrement moqué quand on était plus jeune, que maintenant tu respectes beaucoup plus. Moi j'ai toujours respecté tout le monde, mais c'est vrai que l'histoire de mon boomerang s'appelle Reviens, j'arrête et puis je réapparais. Je me rappelle qu'il y a 20 ans, j'avais raté une dernière de Charles Aznavour. Et ouf, 17 ans après, il en a refait une et j'ai pu être au premier rang et qui fait siège 501, je crois. J'ai dit, oh putain, ça tue. Est-ce que je sais pas, t'es allé voir McCartney là, avec ses 40 000 fans? Malheureusement, je suis rentré trop tard quand j'ai eu mon invitation dans ma boîte à lettres. Non, dommage, sinon t'aurais pu le voir. Je serais allé voir un monument de l'histoire. Hein. Mais alors allons-y comme ça. Prince, tu l'as vu? Prince, je l'ai vu, je crois que c'était au début des années 90 au Zénith. Au Zénith, donc avant 90, je crois. Attends, je fais quelques-unes. Bowie, est-ce que t'as vu Bowie sur scène? Non, jamais vu David. Lou Reed? Non, j'ai vu Laurie. Ouais. Laurie Anderson, vas-y, je rebondis si on proposait. Bon, en tout cas, t'en as vu des concerts quand même, hein. On pourra ygréner ça un petit peu quand même. Ouais. Oh, j'en ai pas vu des masses, hein. Ah ouais? Mais c'est vrai que quand j'étais adolescent, j'étais plutôt football. T'allais voir plus des matchs que des concerts? Même pas, je jouais. T'allais juste taper au ballon, oui d'accord, ok. Avec quoi encore? Un morceau peut-être du dernier EP qui vient. EP ou album, comment tu les appelles? Je l'appellerais EP à cause du nombre de titres. De 7 morceaux, dont un avec en featuring Benjamin Epps qui vient de sortir. Ça te va comme sélection? Ouais, ça me va. MC Solar avec nous dans le Nova Club.
Benjamin Epps avec MC Solar qui est notre invité dans le Nova Club. La rencontre, elle s'est faite comment avec Benjamin Epps? Benjamin Epps, j'ai écouté comment on appelle ça, CEP. Je me suis dit, mais punaise, ce mec-là, il me rappelle le milieu des années 90 en France. Il avait plein de flows différents. Et puis j'étais dans un studio que je visitais, tout neuf. Puis on parle. Studio de musique, tu veux dire? Ouais, un studio de musique. Et puis quelqu'un me dit qu'il connaît. Je lui dis, mais tu connais Benjamin Epps? Oui, je l'appelle. Et alors je l'avais vu une fois, mais j'avais pas osé lui parler. Il était en train de chanter dans un concert. Il était une posture à la Notorious Big, un flow qui était super élancé. Je dis mais punaise, il ressemble à Biggie en plus. C'est-à-dire qu'il avait, je sais pas, une arrogance, une fierté, le menton haut. Et puis bon, il est venu à Paris et parce qu'il habite, il est gabonais d'origine. Okay. Puis il habite dans une région française très belle où il y a des sucs, bon en gros les Vosges. et puis on a travaillé ensemble. Mais voilà, c'est marrant quand on est fan. Je me disais, c'est quoi cet extraterrestre? On était je sais pas, dans les années 2020, et puis t'entends un gars qui a un flow qui vient d'une époque qui était bénie, en tout cas pour moi, c'était les débuts du rap français. Et ben voilà, j'étais content de travailler avec lui. Il y avait un côté temporel, tu trouves, quand tu travaillais avec lui? Quand tu écoutais son flow et tout ça? Quand j'écoutais son flow, une fois que je l'ai... Non, c'est un gars qui travaille sur place, hein. Il te regarde, il voit ce qu'il a pensé, c'est pour ça qu'il fait des bénédictions comme s'il était en Afrique, comme si c'était un griot. En même temps, il te voit, il se dit, oui, j'aurais bien aimé être à cette place. Il raconte aussi des histoires de la vie. Dans ce morceau-là, c'est un morceau très, très familial. Et j'en ai fait un deuxième, un sur son album, parce que dans la lancée, il était super sympa. Je découvrais quelqu'un qui a... un septennat ou 2 septennats de moins que moi. Et bon, j'ai bien kiffé. Très bien. Bon, on va remonter un petit peu dans le temps. Donc, avec MC Solar, qui est notre invité, je t'ai demandé des sélections un peu par décennie. Je rappelle que tu es né à la fin des années 60, en 1969. Ça au Tchad, mais que tu as à peine connu, parce que t'as pas un an quand tu débarques en France. J'ai pas un an. Alors, je suis d'origine du Tchad, mais je suis né au Sénégal, parce que mon père était parti là-bas pour... né au Sénégal, pour ses études. Et puis, je suis arrivé dans le 93, c'est la ville de Saint-Denis. Dans le 93, qu'on appelle 9-3 généralement, à l'âge de 9 mois. Et puis Maison Alfort après. Ouais, Maison Alfort, parce que Valenton, Évry, Grigny, Antony, oh là là. Tous ces coins. Ah ouais. Parce que Maison Alfort, Villeneuve-Saint-Georges, au plein. Ouais, ça me rappelle tellement de lyrics de Solar justement. Avec Maison Alfort, tu l'as placé dans pas mal de morceaux, par exemple. Ouais, c'est les débuts, c'est la station obligatoire avant d'arriver à Paris. Pour ceux qui viennent de la banlieue sud-est, ils peuvent partir de Melun, de Montreux, de n'importe qui. Ils font PAF, Juvisy, Villeneuve-Saint-Georges, Maison Alfort et enfin la ville lumière, Paris. Dans les années... Tes parents écoutent de la musique? Le contexte familial est-il musical? Alors, il est studieux, le contexte familial. Ouais, un peu studieux, mais il y a de la musique. Il y a de la musique africaine. Souvent, à l'époque, c'était souvent de la rumba congolaise. Il y avait un groupe tchadien qui s'appelait Chari Jazz. C'était des balafons. C'était une sorte de jazz du Tchad. Enregistré assez sommairement à l'époque par rapport aux productions congolaises. Billy Abel. Il y avait, comment il s'appelle, Maître... alors il y avait Zao, tout le monde m'appelle Solar, je suis Claude MC Solar, je la transforme. Mais c'est celui qui chantait Ancien combattant. Ancien combattant, bien sûr. Et puis, de la variété française, il y avait souvent des 45 tours. Alors, je me rappelle de Marie Laforêt, de Sheila, voilà. Mais tu les mettais toi ou c'était tes parents ou des fois ça t'arrivait de prendre un 45 tours? Non, c'est pas moi. Moi, mon premier volontaire, il s'appelait Musical Youth, Pass the Dutchie. Pass the Dutchie, ok, d'accord. T'as l'âge en plus, on a le même âge, donc ils ont notre âge, on va dire, ces petits gamins-là. Ouais, et puis c'était stylé, ça chantait bien, et c'est peut-être ça qui m'a fait aimer les sons de système quelques années plus tard. D'accord. Alors, je t'ai demandé un morceau un peu 70s, tu m'as mis, en l'occurrence, tu m'as mis un morceau de 83, mais enfin d'une figure des 70s, qui est Chaka Khan. Donc, t'as grandi quand même dans une époque, c'est le disco, la fin des années 70, et en banlieue, c'est le funky. C'est le funk. C'est le boogie, maintenant on dit boogie, mais à l'époque on disait funky, funk et funky. Ça c'était, je sais pas, il y avait des radios libres spécialement pour le Val-de-Marne, une autre à Mency dans l'Essonne qu'on arrivait à capter un peu, et tous les après-midi il y avait du funky, du funky.
Et puis Chaka Khan, c'était le morceau où, dans les booms des plus âgés que nous, un morceau où tout le monde quittait son siège et se mettait à danser. Un disque ô combien révolutionnaire, quoique le jeune MC, vu que j'ai le même âge, nous on se rendait pas trop compte, hein. On savait pas qu'Herbie Hancock c'était une légende du jazz et que le mec se mettait à faire de hip-hop électro et que... Avec des scratchs, non, ça rendait, en tout cas moi je me rendais pas compte. Non, je pense qu'il y avait des adultes qui devaient se dire ouais je vois qui c'est Herbie Hancock, c'est bizarre qu'il fasse ça et tout ça quoi, c'était bien quoi. Ouais, mais ça tombait à un bon moment parce qu'il y avait du scratch, je me suis dit mais c'est quoi, il y avait personne, il y avait une espèce de vidéo aussi avec... des robots. Avec des robots. Et puis quand il y avait ce morceau, je crois que tout le monde se mettait à danser, mais cette fois des danses un petit peu type hip-hop, boogaloo et tout. Smurf. Ouais, Smurf. On disait le Smurf à l'époque. Mais tu dansais toi aussi ou je dansais mal. Je me jetais par terre, j'essayais de faire la coupole sans aucun style. Oh là là, le pauvre. D'ailleurs, il y a pas longtemps, on a eu Solo qui vient d'Assassin, qui vient de raconter ses mémoires de hip-hop. Tu les connaissais avant, on va parler de Nova, du Dynastyle, mais tu connaissais déjà des gens de la galaxie du hip-hop avant que vous sortiez tous des premiers maxi? Ouais, bien sûr. Solo. Alors à cette époque-là, t'avais Distroman Johnny Go, Solo Squat. T'avais le mouvement authentique. T'avais qui Squidly D qui avait fait quelque chose un peu rap et ragamuffin. Et bah oui, je les avais vus plein de fois. Mairie du 14e, au Bobino, au Globo. Oui, mais il y a des choses liées à Nova là déjà. Quand tu fais le Globo, c'est Roger Boitefunk. Ouais, c'est Roger Boitefunk. En réalité, chaque fois que quelqu'un avait une information, on quittait notre banlieue et puis on allait dans l'événement, que ce soit au Ticket Rock, ou que ce soit au collège lycée autogéré, que ce soit au Bobino. Mais on n'a pas encore fait de disque. Il y a déjà quelque chose qui émerge, cette chose qu'on appelait le mouvement à l'époque. Ok. Et vous retrouvez aussi pour les Dynastyle, donc de Dynasty à Radio Nova, quoi. Et ben en fait, on est dans une soirée quelque part à la Java ou au Globo ou je sais pas quoi. Et puis, je me rappelle, c'est un gars qui s'appelle East, un rappeur franco-américain, qui me dit tiens, on va aller à Nova. Alors on va à Nova. Que t'écoutais déjà un peu, tu savais? Peut-être tu le recevais d'ailleurs à Maison Alfort. Oui. On recevait Nova et puis on avait nos cassettes. Et donc on arrive à Radio Nova et puis il y a un gars qui est là qui s'appelle Lionel D qui me dit hey, je t'ai vu toi l'autre jour à Créteil parce qu'il faisait quelque chose à Créteil et puis il a dit toi tu viens la semaine prochaine. Et puis on est... Mais sinon, je crois que sans East, il y avait East, Little Danny, Saxo et puis quelques autres de l'époque, de l'époque pré-discographique du hip-hop. Sans eux, on serait pas... Eben aussi, on serait pas allé comme ça au 33 rue du Faubourg Saint-Antoine et puis se rendre compte qu'il y avait Dynasty. Et Lionel D qui dit hey, salut, je t'ai vu rapper l'autre jour. Et alors, à l'antenne de Nova, c'est là où tu fais une des bases de ce qui va être Bouche de là. C'est pas ça qu'on va réécouter comme archive. Il y en a plein des archives de toi à Nova, quoi. Mais c'est un peu ça l'histoire. Tu l'as presque créée. Ah bah oui, on a écrit la veille. J'ai écrit des petits bouts la veille. Dynasty balance une rythmique. Je rappe dans le style. C'était pas Simande encore, hein. C'était pas le sample. Non. C'est je rappe, je m'adapte. Dynasty, il avait un arsenal de trucs qu'il envoyait. Et puis on devait. Et donc là, comme le rythme était assez rapide, je l'ai fait un peu en ragamuffin avec une voix de... Bon bref, une voix pas aussi smooth que sur Simon D. Mais ouais, c'est là que j'ai élaboré certaines choses. Et ce que j'aimais bien, c'est que le lendemain, il y avait des gens qui avaient la cassette parce que ça s'enregistrait. Et puis j'entendais dans le train, dans le métro, des gens qui répétaient des choses. Il n'y avait pas d'image. Vraiment, t'as chopé des gens qui savaient pas que c'était toi. Oui. Qui étaient en train d'écouter. Parce que c'est vrai que quand nous, on cherche nos archives, il y a les archives qu'on a à la maison, mais sinon on va sur YouTube et on tombe sur 1 million d'archives qui ont été postées par les gens parce qu'ils ont enregistré les émissions, quoi. Tout simplement. Ça a circulé, les cassettes. On fait une petite pause. Tu veux qu'on fasse la pause? Ouais. On fait une petite pause. On a ressorti une archive. Alors, il n'y a pas la date, moi de mémoire, je dirais que c'est la première moitié des années 90. T'es à Radio Nova. Il me semble que c'est une journée où on avait invité plein de gens autour de la chanson française, au sens large. Et tu te retrouves avec Jean-François Bizot, donc fondateur d'Actuel et de Radio Nova. Et il y a un bout d'interview, il te force à rapper. Et ça, c'est pas mal aussi. Vous parlez voyage, tu vas réécouter ça. Je m'en rappelle. Je pense que tu vas kiffer ce truc. C'est juste après la pause, on est avec MC Solar dans le Nova Club. Donc juste derrière, la voix de Jean-François Bizot, Radio Nova à l'ancienne avec MC Solar. À tout de suite. Nova. MC Solar qui est avec nous, Jean-François Bizot qui n'est plus avec nous, ça donne une archive.
Je suis dans les pays, dans les pays un peu scandinaves. Je sais que tu as été faire un tour dans des pays inattendus. Ce qui, effectivement, je suis letton, est une information. Je suis danois, je suis suédois, je suis islandais, je suis slovaque, tchèque. Non, j'aime bien. Il faut aller voir ce qu'on connaît pas. Le froid, un noir à la neige. C'est de l'ambiance, en fait. C'est du rap ambiante. C'est quoi? Merde alors, tu vas répondre ou quoi? Non mais j'écris un peu ce que je vois dans la vie quotidienne. Le voyage, il peut être juste à côté, à Saint-Paul-le-Marais, ou bien de l'autre côté ou au Portugal. Et c'est très important de rencontrer des gens à droite à gauche. Voilà ce que je fais. Ouais, comment tu me le dis ça? Tu me le dis comment là, hein? Avec un peu de beat derrière, tu me dis comment? Le salaud. Bon, comment salaud? Ouais, sans crier, je vais prendre le microphone et dire qu'en toute tranquillité, je slalom dans la ville, slalom dans les villages, histoire de dire, de prouver que je prends de l'âge et j'ai envie de rencontrer les gens qui marchent, histoire de dire que j'étais mousse sur l'arche de Noé. Donc je voyage sur terre ou en canne, ohé. Pur freestyle en plein effet, tu sais comment c'est Claude MC Solar, maître de la rime et maître dans l'art. Et quand je prends ce que l'on appelle, disons-le, le microphone, c'est que je donne, cartonne et donne des rimes qui donnent un Stockholm ou bien Copenhagen, histoire de dire que comme la Nina Hagen, on est là pas pour te choquer, mais histoire de dire et de prouver au disque jockey qu'on balance tranquillement des flows, histoire de dire qu'on est super pro. On aime quand les gens ici crient ho, du Brésil à Oslo, yo, yo, et je termine par yo, yo. Non. Ah là là, putain, Bizot, il arrivait assez fin quand même. Hein. Eh mais je crois qu'il m'a fait, comment on appelle ça, une perquisition mentale. Il m'a dit, il faut à tout prix rapper parce que c'est un moment. Et je croyais que j'étais totalement hors cadre, hors beat. Et là, je l'entends aujourd'hui. Ça va. Ouais, ça coule bien. Ah, ça, c'est les leçons de Lionel D qui arrivait à avoir un discours en rime à n'importe quel moment. Je le remercie. Ok. Ah ouais, c'est bien de le dire que Lionel D a une influence réelle sur tous les jeunes rappeurs. C'était un des premiers morceaux de rap, mais sa manière de rapper a une influence, parce qu'on le dit pas souvent, hein, des fois. C'était un gars qui était fanatique de l'improvisation, mais de la vraie, pas la chose qu'on arrive et puis on fait des textes. Et lui, il y avait plusieurs personnes autour d'une table, il y avait un stylo, il y avait une histoire qu'il avait à raconter, une dédicace, et lui, une des forces de son arsenal, c'était ça, de raconter le moment en rime. Comment on appelle ça, des troubadours. Ouais, tu chroniques l'actualité, tu chroniques l'air du temps et des choses comme ça. Quoi. Et il était obligé parce qu'il était animateur et il voulait pas faire des transitions simples. Chaque transition, quand il y avait des rappeurs qui étaient là, il le faisait en rappant ou en poésie. On est obligé des fois d'évoquer, il y a des voix du passé, hein, Jean-François Bizot ou Lionel D aussi. Il y a deux personnes, parce qu'on va pas réécouter Bouche de là, mais ce qui est marrant, c'est quand on voit les crédits de Bouche de là, on voit qu'il y a un jeune Philippe Zdar, qu'il y a un jeune Étienne de Crécy aussi. Mais et si je dis pas de bêtises, Boombas, il est chez Polydor à l'époque. Quoi. Ouais, il est chez Polydor, il quitte. Il quitte Polydor, mais c'est une des personnes qui fait que tu étais chez Polydor à l'époque. Quoi. Ouais. Donc en fait, tu as toute cette base de la French Touch qui est là déjà autour de toi. Quoi. Alors ils nous ont donné des bons conseils. On arrivait, nous, avec des samples qui étaient mal calés et eux, certainement, alors c'est des fans de soul, il y avait la house music qui arrivait avec les Smiley et tous les trucs et ils se sont dit, tiens, ça va être peut-être une occasion de faire autre chose que ce qu'on fait d'habitude. Zdar, il était ingénieur du son. Ils Hubert... sont tout jeunes, hein, on est d'accord. Ouais. Enfin, tout le monde est tout jeune. Ouais, mais ils nous ont structurés. C'est-à-dire, il a dit, on va aller à Quand tu dis on, pardon, c'est toi et Jimmy J Jimmy J et moi. Et on est allé dans un vrai studio avec des gens qui avaient plus de recul que nous. Et donc, ils ont quand même structuré ce que nous, on apportait du studio squat de Bagnolet. Je sais pas, ils ont professionnalisé. Quand ça allait pas, ils ont appelé des musiciens, des bassistes pour donner le groove. Zdar, il allait dans les soirées ou des free parties en Normandie, il revenait avec l'envie de mettre de la basse. Donc ça connectait avec nous ce qu'on écoutait aux États-Unis. Et c'était de la recherche à chaque fois. Mais heureusement qu'on est tombé sur un des fanatiques de musique qui était professionnel dans l'art de mixer, d'aller dans le rouge. Et puis il voulait faire l'inverse de ce qu'ils avaient pu faire ou produire parce qu'on était dans la musique française
quelques années auparavant, un peu dans la variété ou dans le... Et donc, ils ont apporté ce qu'on appelle les choses de producteurs, où la musique peut être bonne, mais il y a aussi tout ce qui est fait avec les machines. Et puis la grande fierté, c'est que les machines à l'époque venaient du Japon. Et donc, on n'avait aucun retard sur le punk anglais, ni sur le rap américain, parce qu'on avait les mêmes machines. Et donc là, c'est le cerveau et le savoir-faire qui créait un son. Alors, Sdar et Boombast, tu as beaucoup retravaillé avec eux. Ouais. On voit aussi dans ce documentaire sur DJ Mehdi, que tout le monde a vu, et toi forcément, on voit aussi un jeune DJ Mehdi aussi. Ah ouais. Mais tu as croisé tout le monde en vrai. J'ai croisé DJ Mehdi, j'ai croisé, j'entends parler de lui parce qu'il y avait un groupe de jeunes qui s'appelait Ideal Junior avec Kerry James. Et puis j'entends qu'il faut aller trouver un jeune DJ, un gars qui est à peu près à leur âge. Et je crois qu'il allait dans il y avait une association de DJ, certainement autour de Cut Killer ou quelque chose comme ça. Et puis bon, ils l'ont trouvé, cet homme. Puis quand on le croise, on voit que c'est quelqu'un qui a toute l'histoire du passé, du présent. Et quand j'écoutais ce qu'il faisait, j'ai dit waouh. Bref, il est fort dans la composition, fort dans le mix, fort dans le truc. Hubert Esdar, heureusement, parce qu'il le connaissait. Et c'est... Bon, bref, il y a des super-héros en France. Ouais. Dans le documentaire, il y a le truc assez touchant, c'est que c'est la mère qui reçoit le message. Mehdi, il vit chez sa mère, évidemment. Ouais. Et puis, c'est la mère qui dit à Mehdi, et il y a MC Solar qui a appelé. Ouais. Et Mehdi, lui, c'est pas possible. Mais si, je te jure, mais maman, c'est pas MC Solar. Mais si, MC Solar vient de téléphoner. Ça a dû arriver souvent, des fois, qu'on parlait des répondeurs tout à l'heure. Que tu laisses des messages et que les gens croient pas que c'est toi, quoi. Ouais, souvent. Avant, donc, on donnait un téléphone, donc t'appelais, et je te dis, est-ce que je pourrais avoir un tel ? Et c'est souvent la sœur ou le frère. Ouais, c'est ça. Et s'il n'y a pas de retour, c'est que les gens y croient aux farces. Ouais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choses, il n'y avait pas de trucs... Internet, tu peux pas prouver, tu sais pas, la tête des fois. Et puis souvent, les gens, ils faisaient des gags, ils faisaient des numéros au hasard, ils disaient des bêtises aux gens. C'est vrai, en effet. Parce qu'il n'y avait pas de console. C'est vrai. Et inversement, toi, ça t'est arrivé d'avoir des messages sur... Tu te dis, oh, c'est pas possible qu'il m'appelle, lui, c'est une farce. Je sais pas, ça peut pas te revenir comme ça, mais ça peut. Si. Le meilleur, c'est celui de Gourou, qui en avait laissé un téléphone, et puis un jour, on reçoit... Gourou de Gangstar. De Gangstar, ouais. Et on reçoit un message... Yo, Solo. On croyait que c'était du rap, on l'a écouté genre 80 fois. Bon, c'était lui, mais on n'était pas sûr, on l'a écouté. En fait, quand il parle comme un... Yo, il n'est pas de Brooklyn, mais il y avait le style, une espèce d'arrogance de Brooklyn. On aurait dû garder ce message sur ce répondeur. C'était pour Jazz Mataz. Voilà. Alors il expliquait qu'il avait un projet de mélanger de la musique urbaine, du rap et du jazz et du machin, etc. Mais c'est trop stylé. En plus, ça commence par Yo, Solo. Bon, bref. Le répondeur était top, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, ce truc de l'international qui va être le propre de la French Touch un peu, mais tu le vis un peu tout de suite parce que Solar, je sais pas, Gilles Peterson le joue en Angleterre. Ça remonte jusqu'à Gourou. Là, on est au milieu des années 90, quoi. Il faut remercier le travail de Jimmy J, Hubert Esdar. C'était des gens qui étaient des fanatiques de son. Et donc, quand les Anglais, les Américains, les samples qu'ils ont choisis, ça a parlé à Gilles Peterson, ça a parlé à DJ Premier. En fait, c'est leur son. Chaque fois que je croisais, je sais pas, des Allemands, des Japonais, des Anglais, des Américains, et ils parlaient du son, quoi. C'était du son français, inspiré d'une culture américaine, mais extrêmement bien faite, avec l'aspect, ce qu'on a appelé French Touch, house amélioré, grosse basse. Le véhicule du voyage de la musique, c'est la puissance de Absolute Management, l'association des mixeurs qui sont allés jusqu'au bout de leur art. Et tu les suivais en rêve des fois après les sessions ? Non, mais parce qu'à l'époque, c'était, si je me rappelle bien, c'était dernière seconde, prendre une voiture, aller dans les Yvelines ou à Lille, et puis... Mais alors, quel est le problème ? Ouais, c'est vrai. Mais ils revenaient, ils avaient une grosse enceinte, et ils revenaient avec les sensations qu'ils avaient reçues là-bas. Ouais. Hop, ils en discutent un peu, et... je sais pas, la concomitance quoi, de deux genres musicaux. En fait, quand tu mélanges deux choses, tu obtiens autre chose. Oui. C'est-à-dire que si tu mets du pain et du beurre, ça devient une tartine. Et ben c'est un peu ça. Quand tu mélanges house music et musique américaine avec la soul d'Hubert, l'aspect discothèque de Jimmy J, et ben on arrive à créer
un autre son. Une cathédrale de son. La cathédrale avec une flèche. Dans les années 90, qui sont l'explosion du hip-hop, hein, quand même. Ça naît dans les années 70, ça s'affirme dans les années 80, mais c'est vraiment dans les années 90 que là, ça n'arrête pas. Je parlais du hip-hop international, le hip-hop français, c'est dans les années 90. Non, tout ça pour revenir à ta sélection. Dans les groupes qui vont tout rafler à la fin des 90, il y a les Fugees. Ah ouais, les Fugees, oh là là, ils avaient un EP avec des mots en français, et puis un album phénoménal. J'ai failli les croiser, j'étais sur un label américain qui s'appelait Cohiba, puis je reçois un coup de téléphone pour aller rencontrer des réfugiés, comme ça je l'entends moi, haïtiens qui chantent en français. Et c'était les Fugees, les réfugiés haïtiens? Ouais, d'accord. Et j'avais programmé j'avais un avion pour rentrer en France. Ouais. Et puis après, je les ai vus. Ah, ben c'est eux. C'était à l'époque du Maxi. Et puis je les ai suivis jusqu'à maintenant. Ils sont venus à Paris. Ouais, ils ont fait des concerts avec pas mal de petits guests français d'ailleurs qui montaient sur scène. J'ai reçu un coup de téléphone, mais j'étais pas là ce soir-là. T'étais pas là, t'aurais pu. Ah ouais, c'est Wyclef. On écoute. Tu connaissais l'original de Roberta Flack d'ailleurs à l'époque? Parce qu'on rappelle, il n'y a pas Internet, hein, donc des fois, on découvre les classiques à travers ça, quoi. Non, je crois pas que je le connaissais. Les Fugees, Killing Me Softly, on est avec Claude MC Solar dans le Nova Club. Le Nova Club. Les Fugees, évidemment, qui reprenaient Roberta Flack, Killing Me Softly, qui est le choix de MC Solar, qui est avec nous dans le Nova Club. Donc, on est à cette fin des années 90. Attends, il y a un truc que je voulais, parce que moi, j'avais zappé cette histoire. Quand on reprend ta bio, évidemment, il y a des petites choses. Donc, oui, c'est ça, on est dans les bons timings. Moi, je savais plus du tout que tu as été juré du Festival de Cannes, du 51e Festival de Cannes, c'est ça, hein? Ouais, j'étais avec Scorsese, qui était président du jury. Oui, alors à cette époque-là, c'est vrai que je parlais beaucoup de cinéma. J'avais fait le nouveau western, dans Prose Combat, je sais pas, j'avais beaucoup de références qui venaient de films. Et alors, ça a dû allumer des antennes à des gens. Alors moi, je me suis dit, est-ce que j'en ai la possibilité? J'ai rencontré quelqu'un, puis on a discuté, je lui ai parlé de Jean-Paul Belmondo, il a dit, je lui ai parlé de John Woo, je lui ai parlé du film chinois, j'ai parlé de plein de choses. Et puis, un mec de Cannes, tu veux dire, du festival qui venait voir, pour sonder. Et puis, il m'a dit que j'en avais la possibilité, que c'est faisable. Et heureusement qu'on était une petite quinzaine. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'adore les jurys de Cannes à chaque fois. C'est des gens du monde entier, où il y a des critiques de cinéma ou des gens qui font pas de cinéma comme toi, quoi. Il y avait Sigourney Weaver. Dans le jury, vas-y, raconte, il y avait qui? Sigourney Weaver dans le jury? Ouais, trop stylée. Elle parle français. Elle connaissait plein de choses. Elle connaissait la musique française en général. Ah ouais. Je savais pas. Je pense qu'elle a dû vivre ici. Elle parlait en français vraiment tranquille. Il y avait un Suédois, il y avait il y avait du monde. Et Scorsese donc en président de jury. Très bon. Selon toutes les rumeurs qui tournent en banlieue, il faut pas raconter, sauf au bout d'un certain nombre de temps. Donc visiblement c'est peut-être passé. Vas-y, raconte. Il est super parce que il gère bien, il laisse chacun parler, il arrive à orienter, il arrive à dire ce qu'il faut regarder dans ce film particulièrement. Et puis c'est un homme d'équilibre. S'il sait qu'il y a un film qui va avoir beaucoup de succès, et il y en a peut-être un autre où il faut le regarder différemment. Donner de la chance à tous les films, quoi. Mais ça reste extrêmement démocratique. Il est très bon. Parce qu'on rappelle, ça dure 10 jours le Festival de Cannes, c'est pas un truc... 10 jours ou 3 films par jour pendant 10 jours, c'est ça? C'est ça. Et vous vous réunissez, vous êtes en huis clos, enfin vous ne pouvez pas communiquer... vous pouvez sortir. J'ai réussi à sortir. mais vous n'êtes pas censé communiquer... On communique pas, du moins, parce qu'on le prend au sérieux. Et le dimanche ou le samedi soir, vous vous réunissez pour... tous les soirs, vous vous réunissez, c'est ça? C'est comme ça? Tous les soirs, on se réunit, et puis il y a la veille du dernier jour où là, il y a une grande réflexion, sans dispute, parce que la figure qui est en haut, c'est Martin Scorsese, donc on écoute quand même. C'est lui qui tranche, de toute façon. Alors, il y avait eu L'éternité d'un jour, et puis La vita è bella, La vie est belle. C'était une très bonne année. Donc le Benigni, c'était quoi? C'était ça qui avait eu la Palme d'Or? Il a eu le prix spécial du jury, mais il était voué à un grand succès. Bien sûr. Et la Palme d'Or, c'était quoi? L'éternité d'un jour. Alors là, un film grec avec un super travelling, puis un beau film, quoi, en cinéma pur, cinéma pur de ces années-là. C'était les années du Festen aussi. De Winterberg, là. Trop stylé. Il y avait plein de belles choses. Il y avait un John Boorman, le général. Je crois que je me suis endormi que 20 minutes dans un film.
Mais c'est vrai que c'est quand même du vrai travail. Ouais. Bon, en même temps, c'est kiffant. Hein, quand même, ouais, non, c'est super kiffant. Ça fait une accélération, même pour l'écriture, parce qu'on regarde d'autres choses, comment deux personnages vont. C'est-à-dire qu'on apprend d'autres choses. C'est un séminaire, un stage, et on en retire quelque chose pour d'autres arts. On continue à énumérer des choses que tu écoutes dans les années. Alors là, on est croisement. C'est pile 2000, hein, ce morceau. Bon, on va même pas on va en parler après. Je pense que tout le monde va reconnaître. Tu disais MC Solar que quand tu écoutes le morceau, donc Eminem, Stan, évidemment, tu vois d'abord la joliesse du morceau avant de comprendre les paroles. Mais t'es pas le seul. Hein, ouais. Mais j'ai écouté plein de fois ce morceau. Je sais pas, il y avait une espèce d'alchimie. Le mec, et puis je comprenais de plus en plus l'histoire, l'écriture de la lettre. Non, c'est un morceau, c'était en quelle année? 2001 2000 tout con. Eh ben, tout l'an 2000, je pense que je l'ai écouté une fois par jour ou 5 fois par jour. Ah ouais, mais ouais d'accord, ok. Je trouvais que c'était un renouveau, puis ça m'a super influencé. Dans ces années-là, j'écoutais. Puis j'écoutais Sniper aussi. D'accord, petite chose française, mais on va y venir hein, d'ailleurs. Mais non, mais c'est juste un petit mot sur tous ces producteurs qui deviennent un peu légendaires, parce que là, c'est le retour de Dre en 2000. Je refais un peu les années 90, fin 90, c'est revenu West Coast à fond, Wu-Tang et toutes les productions Bad Boy. Ouais. Mais puis, Dre, en l'occurrence, reprend la main avec l'album 2001 et les productions pour Eminem. Quoi. Ouais. Mais c'est un espèce, quand on est dans le hip-hop, ça doit être marrant de le voir en spectateur, cette espèce de ping-pong des producteurs assez légendaires dans ces années-là. Quoi. Avec leur guerre, West Coast, machin, je quitte là, je reviens à New York. Oui, moi je lisais ça dans les magazines américains de Source et puis le deuxième là. Vibe de Source. Et c'était bien parce que c'était nos feuilletons, c'était nos séries Netflix. Et puis c'était l'Amérique, quoi, un peu. C'est ça. Tous les gens qui étaient impliqués, ils connaissaient des tas d'histoires, des rues, tel studio, Tupac qui a fait ceci, André Harrell qui fait ça, Puff Daddy qui fait ceci, Dr. Dre qui fait. Oh là là, c'était un vrai truc. Et puis arrive, on le voit en photo, comment Dr. Dre avec quelqu'un, on se dit mais c'est qui ça? Et puis on entend le morceau quelques jours après. Ah non, c'était ce morceau, ça a été un guide de l'an 2000. Il n'y a pas eu le bug, mais il y a eu ce morceau. Pour l'écriture notamment. Pourtant, moi, par exemple, le nouveau western, t'es pas si loin de ce qui est avant. Hein, t'es pas si loin d'Eminem. Comparaison. Ah, dans le côté un peu pop et pas soul et tout ça. Ouais, peut-être. Bah effectivement, oui, sur ce terrain-là. Il te doit tout. Non, non. J'ai découvert comme tout le monde, je sais pas, il y a une alchimie dans ce morceau. Dans la liste des morceaux que tu nous as amenés, là, on va passer à Booba, qui est un personnage. Alors là, c'est assez marrant, Booba. Il fait le lien un petit peu, quoi, parce qu'il est là dans les années 90 aussi. Il traîne chez Dynasty et tout ça. Alors, je sais pas si tu le connais à cette époque, toi. Non, je le connais pas. Du moins, c'est un jeune. C'est les sages poètes de la rue qui me parlent, parce que Boulogne est une ville où il y a tout. Il y a le pape, il y a le king, il y a le roi de Boulogne, il y a le duc de Boulogne, il y a le pape de Boulogne. Il y a beaucoup de rap à Boulogne. Il y a l'IM. Et puis, ils nous parlent de ce gars-là. Ils nous font écouter quelques morceaux qu'il a fait en solo, mais il y a déjà Lunatic. Hein. Bien sûr, ouais. Il y a déjà Lunatic, donc il y a déjà Lunatic. Le groupe d'avant de qui Booba. est un très grand groupe, Révolution, d'autres sujets que les autres. C'est dans la nuit noire. Je sais pas, il y a une identité très forte, un regard sur le monde, du vrai hip-hop avec des anciens, je pense à Mars, Time Bomb et tous les gens qu'on a croisés à Roissy-en-Brie à l'époque. Et puis le renouveau de ce Booba. Et puis arrive à un moment donné, je crois que je suis à Montpellier ou dans une ville de France, et puis j'entends et c'est quoi ça, une sonnerie de téléphone que non, c'est Booba avec Boulby. Ah bon, pardon. Mais c'est vrai que c'était la période des sonneries. J'étais perdu d'un coup. Bah t'entends ça, donc le morceau qu'on va écouter. Ouais, et c'est un morceau qui est rap français, qui va dans les boîtes, parce qu'avant le Covid, il y avait des boîtes en province où les gens ils allaient le jeudi, vendredi. Je crois que c'est revenu depuis. Quoi. Ah ouf. MC Solar qui est avec nous, Booba on en a parlé, mais les Daft pas encore. Ou Pharrell ou Nile Rodgers ou qui tu veux dans ce morceau. Hein. Bah les
Daft, moi je savais pas trop ce que c'était vers l'an 2000, par là. Alors t'avais des amis en commun, hein, oui, et compagnie. Oui, c'est pour ça et que... puis tu dis dans le jury, quand tu me l'as dit en antenne, c'est assez marrant, qu'à Cannes, quand vous étiez au jury, les actrices, elles avaient eu un double prix, Élodie Boucher, Natacha Régnier, je crois. La vie rêvée des anges. Donc en fait, elle a eu un prix d'interprétation à Cannes, et je pense que c'était au moment, elle était en couple avec Thomas Bangalter au début. T'avais un autre lien. Je savais pas, mais il y a aussi le lien avec Hubert Zdar, et puis toute cette... Quel lien avec Hubert Zdar? Hubert Zdar, c'est Cassius. Oui, non. Ah, le lien, d'accord, je croyais que tu parlais d'histoire de meuf, là, j'étais perdu. Non, pas du tout. Oui, j'étais là, qu'est-ce qu'il sort? Il y avait le lien aussi. Ok, oui, effectivement, oui, bien sûr. Ouais, et puis l'an 2000, quoi, quand j'entends, je sais pas si c'était leur premier album, mais c'était là où il y avait, comment on appelle ça, la talkbox et... Ouais. Around the World 97 et One More Time 2000-2001, quoi. Ouais, bon, ils ont marqué le monde parce qu'ils ont fait une musique qu'on avait le sentiment de connaître. Et non, ils sont allés chercher que des anciennetés, mais qu'ils ont, comment on appelle ça, dans le Nord, qu'ils ont pimpé. Et tu te rappelles par exemple les Grammy Awards où ils se retrouvent avec Stevie Wonder, enfin c'était sur elle, je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai raté. Tu l'as raté. Ah ouais. Bah, ils font Get Lucky avec Stevie Wonder en plus, quoi. Ça doit tuer. En special guest, quoi. T'écoutes beaucoup de musique, Claude MC, ou pas? Non, j'en écoute pas beaucoup. Je comprends, hein, t'inquiète, hein, je t'engueule pas, moi. Hein. Ouais. Mais quand j'écoute de la musique, je suis concentré, c'est-à-dire je peux pas faire autre chose. Alors donc, si je suis c'est intense alors. Ouais, si je suis dans une voiture ou dans un taxi, voilà, j'écoute pas spécifiquement des radios musicales parce que sinon je suis concentré. Alors par contre, quelquefois je tape quelque chose sur YouTube et puis je prends toutes les suggestions. Je le fais pas sur Deezer, Spotify et tout. Et comme ça, j'ai toujours du hasard, du chaos. Mais non, je suis pas j'écoute pas beaucoup de musique et c'est pour ça que je suis toujours surpris. Ok, d'accord. Et quand tu écoutes de la musique, t'arrives à, par exemple, si c'est du rap, t'arrives à ne pas avoir une lecture technique des choses ou à te laisser porter, ou t'es toujours à voir comment il rappe et comment... Non, quand il y a du rap, que le gars il est 17 ans ou 50, je dis oh c'est bien ça, et puis c'est bien ça, et puis c'est bien, tu vois, je sais pas, les flows, les traitements. Donc t'écoutes. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas que j'en écoute trop, sinon je vais pas sortir de chez moi et puis je vais aimer tout le monde. Et donc il faut faire sa propre musique avec la trilogie, non le triptyque pardon, t'as pas dit trilogie, tu dis triptyque, hein, que tu viens de faire, qui vient de se conclure, quoi. Enfin quoi, que t'as commencé l'émission en disant que ça pouvait être une... Alors, ça pouvait être des saisons. Ouais, mais alors après le triptyque c'est quoi quand t'es en... Parce que la trilogie devient une quadrologie, mais un triptyque s'il est en 4 parties, ça fait quoi? Ça fait je sais pas. Justement. Alors mathématiquement, on est plein autour là, personne n'est capable de dire ça. Alors ça fait 2 diptyques. Ouais, bien vu. Non, il faut trouver une solution. Une saga? Une saga. Ok, si tu veux. Les sagas, c'est scandinave. Et l'Olympia, qui sera pendant 4 jours aussi. Bah, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai demandé la première fois, mais tu l'avais dit. Hein, c'était entre 2 concerts de Michel Sardou que tu découvrais l'Olympia. Ouais. Non, je l'ai découvert en première partie de De La Soul. Ah ouais. À l'époque où les gens ils parlaient en verlan, je sais qu'on avait fait 20 minutes avant un groupe qu'on aimait bien qui s'appelait De La Soul. Donc au début de La Soul, c'était 93 il me semble, mais peut-être je dis des bêtises, deuxième album ou quelque chose comme ça. C'était 93, 12-13, et puis on avait fait la première partie de La Soul à l'époque. Ça correspondait bien quand même, MC Solar et le Daisy Age. On était dans Daisy Age, on était dans Tribe Called Quest, le son qu'on faisait c'était un peu ça, je me rappelle j'avais des chemises avec des... c'était un peu... Des fleurs, c'est ça? Ouais, je sais pas, j'avais acheté ça à Londres. Puis, non mais tu te reconnaissais un peu dans cette scène, on les appelait les rappeurs cool américains, quoi. Le Tribe Called Quest, Jungle Brothers et comment elle s'appelle, De La Soul. Ouais, Queen Latifah, et puis toute une équipe, oui. Roxane Chanté, peut-être. Roxane Chanté. Ouais, je me reconnaissais bien parce que ça pouvait justifier un rap qui n'était pas, comment on appelle ça, caricatural, ou c'est gangster de la West Coast, ou c'est, dealer de la West Coast, ou gangster de la West Coast. Ou vice versa, parce qu'ils s'aimaient bien. Ouais, c'était une autre voix, une voix musicale, potentielle, peace and love, flower power. Et c'était super pour nous. Alors, c'est le deuxième album de La Soul, ils avaient fait De La Soul is Dead en mettant un pot de fleurs cassées sur la pochette pour dire nous associez pas non plus trop à une scène, quoi. Parce que c'est toujours le danger. Ça t'est arrivé, toi, de te retrouver aussi un petit peu, genre c'est de la variété, ou de te retrouver un petit peu mis de côté, quoi. Bah, c'est eux nos sauveurs, hein. C'est le Daisy Age, les gens qui font de la musique.
Et je crois qu'heureusement que Jimmy Jesda, Hubert étaient tous sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'on connaissait tous nos classiques du rap américain, mais il y avait aussi une version beaucoup plus musicale, et chacun avait ça dans son arsenal, dans son répertoire. Alors, ceci dit, tu conclus, ça pourrait être surprenant, hein, parce qu'on pourrait dire que tu pourrais regarder de haut Jul, on va conclure avec un morceau de Jul, en l'occurrence, que tu pourrais le regarder de haut, que ce soit pour plein de raisons, et en l'occurrence, non, tu termines avec Bande Organisée. Ouais, en Bande Organisée, je sais pas, moi, Jul, il était... J'écoutais l'album entier, et là, j'avais du temps, et donc, je sais pas combien il y avait de morceaux, il y avait tout le monde, et... c'était bien, quoi. Je crois que c'était au départ une imitation de la période Funky Family, donc il y avait de l'énergie dans cet album. Et puis le morceau éponyme en Bande Organisée avec Soso Maness qui revient encore avec des bonnes phases. Alors j'ai pas tout écouté Jul, je pense qu'il me manque. Je crois qu'il y aura t'as du mal pour écouter tout Jul, il y a du boulot. C'était un objectif que je me suis fixé, donc il me manque 6 albums. Ah bah ok. Il m'en manque que 6 et je vais trouver du temps. Mais d'ici là, il aura sorti 3 albums. Non, il s'est calmé, il sort un peu moins, quoi. C'est ça. Non, il est toujours prolifique. Il m'en manque 6. Ah ok. Il faut se donner des objectifs et ça c'en est un. Eh ben on l'écoute avec la première Bande Organisée. Tu gardes le sourire. Hein, merci la zone. Qui sera demain à l'Olympia. Il y a le dernier tome du triptyque qui vient de sortir. Juste une question, parce que ça a démarré comme ça avec des jeunes stagiaires de 3e qui disaient qu'elles ont appris tes textes cette semaine, qui traînent à la radio, là, vous savez, ce truc où tu restes 10 jours dans les entreprises. Et puis Melvin qui réalise cette émission. Mais toi, pour une fois, je veux te faire comme si tu étais un ancien, parce que c'était il y a 10 ans. Mais toi aussi, à l'école, tu apprenais du MC Solar. Bah grave, en cours de musique au collège, j'avais appris Caroline. Voilà. Oh, c'est cool. Mais c'est quand même marrant, ça. Ça fait 10 ans que au moins, que l'éducation française travaille avec des textes de MC Solar, quoi. Oui, mais les stagiaires, ils m'ont étonné parce que c'était Qui sème le vent récolte le tempo. C'est quand même du flow, des choses comme ça. Donc c'est étonnant. Je sais qu'il y a aussi Necfeu. Avant, il y avait les Négresses vertes. Et en fait, certainement dans des disciplines différentes. Hein. Quelquefois, c'est pour connaître la ville. Quelquefois, c'est pour, comment on appelle ça, la poésie. Quelquefois, c'est... Bon, c'est une aide. Et toi, parce que moi, Beatles au mieux dans les années 70. Hein. Je sais pas si toi, dans les cours de musique, t'apprenais des trucs cool à l'école. Brassens et Michael Jackson. T'avais Michael Jackson en cours de musique. C'était trop stylé. Elle est forte, la prof. Ah ouais, non, c'est vrai, c'était bien, quoi. Mais bon, c'est dit, ça doit te faire plaisir, quand même. Ou peut-être un coup de vieux, mais ça doit te faire marrer. Peut-être tes enfants, d'ailleurs, on leur fait apprendre du MC Solar à l'école. Là, ça doit te dire tiré par les cheveux. Là. Ce serait bien. Que ça, ils auront moins 19. Hein. Ouais, bah voilà. Ils seront aidés par... Tu pourras aider pour les devoirs après. Ouais, nous, c'était... Mais par contre, il y a quelque chose qui est très bien, parce que, je sais pas, quand on faisait Michael Jackson, c'est bien, quoi. On a compris les paroles, on se dit, oh, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Donc ça a été important. L'école a été importante. Lubrifiant, didactique. Quand on apprend avec du plaisir, ça reste en tête. Et tu retiens bien tes textes, toujours ? Ouais, presque 98%. Sinon, tu le renvoies à l'école avec les 3e pour qu'ils réapprennent ces textes. Bon, merci beaucoup, MC Solar. Merci. Je ne sais pas combien de visites à Radio Nova. Mais oh là là, demain, je vais bien dormir. Ok. Merci, demain à l'Olympia. Merci, MC Solar. À bientôt. Merci. Le Nova Club. Nova